Les athlètes du futur. À première vue, rien ne les distingue des athlètes d'aujourd'hui. Pourtant, ils sont différents. Car ils ont un secret. Les athlètes du futur sont des mutants. Ils sont dopés génétiquement. Le dopage génétique est la conséquence logique des recherches en biotechnologie des dernières décennies. Il faut toujours se demander qui est le véritable auteur de la performance, l'athlète ou le biotechnologue. Il s'agit de créer un être qui ait sur certains points des qualités surhumaines. Si la technologie est disponible, il n'y a aucun moyen d'empêcher ce type d'abus. Dans le sport, il y a tellement d'argent et de prestige en jeu que la tentation de recourir à une méthode aussi puissante est inévitable. Pour le plus grand nombre, le sport c'est du plaisir. Mais pour certains, c'est de l'argent. Le dopage a toujours existé, à tous les niveaux, et avec des méthodes plus ou moins subtiles. Certes, il ne peut suffire à transformer un sac de pommes de terre en champion du monde, mais il peut donner à un bon athlète ce petit plus synonyme de victoire. Les substances et les méthodes varient selon les besoins de la discipline. Hormones de croissance, EPO, hormones thyroïdiennes, testostérone, insuline, amphétamine, bêta-bloquant, autotransfusion. Mais avec le dopage génétique, plus besoin de produits à avaler, à injecter ou à transfuser. Il suffit d'ajouter quelques gènes supplémentaires pour que le corps produise lui-même la substance dopante. Le dopage génétique serait-il le dopage parfait? À partir d'un certain niveau, les athlètes peuvent subir un contrôle antidopage à tout moment, aussi bien à l'entraînement qu'à leur domicile. Monsieur Weber, je suis Bernd Motter, de l'autorité antidopage. Veuillez me suivre dans la salle de contrôle. Vous connaissez la procédure. Les athlètes de haut niveau doivent tenir les autorités informées de tous leurs déplacements. S'ils ne peuvent être localisés, ils sont considérés comme suspects. Vous pouvez enlever le bouchon. Comme vous le savez, vous devez baisser le bas jusqu'en dessous des genoux et relever votre t-shirt au-dessus de la poitrine. Tournez-vous vers moi. Bien, prenez le flacon. Il me faut au moins 90 millilitres. Mais la plupart des cas de dopage ne sont pas détectés. Les gros coups de filet, les démantèlements de réseaux entiers ne surviennent généralement qu'à la suite de dénonciations. Car les méthodes de dopage sont de plus en plus ingénieuses, et la mafia qui les emploie particulièrement habile. Avec le dopage génétique, une étape supplémentaire est franchie. Les prélèvements sont maintenant envoyés au laboratoire. Nous partons pour San Diego, aux États-Unis. À l'Institut de médecine de l'Université de Californie, nous rencontrons le chef de file de la lutte contre la menace de dopage génétique. Theodore Friedman, pionnier des thérapies géniques, dirige le groupe d'experts sur le dopage génétique de l'Agence mondiale antidopage. Les techniques les plus susceptibles d'être employées à brève échéance sont celles qui augmentent la force musculaire, qui améliorent l'oxygénation des muscles en stimulant la production de globules rouges, comme l'EPO, ou encore celles qui modifient le métabolisme énergétique des tissus.
drugs or genes that affect the way tissues use energy. It will be used by des entraîneurs et des athlètes malhonnêtes en feront usage illégalement. Tous les moyens sont bons pour gagner, car les sommes en jeu sont phénoménales. Dans le sport, les pressions sont si grandes que l'usage de techniques liées à la génétique me semble inévitable. La manipulation génétique des sportifs est-elle nécessairement un mal? Tout le monde n'est pas de cet avis. Andy Mia, professeur de bioéthique et membre de la Fondation des arts et technologies créatives à Liverpool, est un électron libre qui agace ses collègues par sa remise en cause du consensus existant. Le sport a besoin de manipulation génétique. La question de savoir si on doit y recourir ou non ne se pose même pas. On attend des athlètes qu'ils dépassent les limites de l'humain. Dans le sport de haut niveau, c'est uniquement de cela qu'il s'agit. Si nous voulons que les athlètes tendent vers ce dépassement, il faut qu'ils utilisent des technologies qui améliorent leur performance. Des athlètes mutants fabriqués de toutes pièces pour surpasser les limites de l'humain? Au laboratoire de contrôle antidopage, la question n'est pas d'actualité. Il existe 35 laboratoires certifiés dans le monde. Ils sont un maillon important de la lutte antidopage, et donc d'un sport propre. L'échantillon A est soumis à des analyses biochimiques, tandis que l'échantillon B est conservé. Il sera utilisé si le laboratoire découvre un produit dopant dans l'échantillon A et que l'athlète conteste le résultat. Mais si un athlète introduit dans son corps non pas une hormone, mais le gène qui produit cette hormone, aucun laboratoire ne pourra prouver la manipulation. Les échantillons B seront conservés pendant 8 ans et pourront être analysés si de nouvelles techniques de dépistage sont disponibles d'ici là. Il suffit de savoir qu'un produit est indétectable pour qu'on soit tenté d'en abuser. On l'a vu avec les stéroïdes anabolisants. Malgré l'efficacité limitée du produit, les gens en prenaient parce qu'on ne pouvait rien prouver. C'est toujours comme ça. À l'université allemande du sport à Cologne et dans quelques autres universités et laboratoires, la recherche est placée sous le signe de la lutte contre le dopage, avec le soutien de l'Agence mondiale antidopage. Le but, gagner la course contre le dopage génétique. À Cologne, les chercheurs veulent trouver un moyen de dépister les manipulations génétiques destinées à augmenter la croissance musculaire. Pour une de leurs études, ils recrutent des volontaires adeptes du bodybuilding. Nous étudions différents facteurs de croissance dans le sérum. Voulez-vous participer à cette étude? Vous prélevez quelle quantité? Comme pour une prise de sang normale. Dans le temps, on ne procédait pas ainsi. En gros, les contrôles portaient sur les techniques de dopage déjà connues. Aujourd'hui, on sait plus ou moins quelles méthodes sont en préparation et on essaye d'élaborer en parallèle des moyens de les détecter. Les chercheurs travaillent sur un panel varié qui comprend des sportifs, des sédentaires, des hommes et des femmes d'origines diverses. La première étape consiste à identifier les caractéristiques qui correspondent à une croissance musculaire normale sur le plan biochimique. Parmi les participants à l'étude, Mr Natural Bodybuilding Germany est une référence importante. En effet, cette montagne de muscles est garantie 100% bio. Contrairement à beaucoup d'autres, ce culturiste refuse tout recours à la chimie. Ce n'est pas en cherchant des gènes dans le sang ou dans l'urine que l'on pourra prouver qu'il y a eu dopage génétique. En effet, ces gènes se trouvent uniquement dans les cellules de notre corps. Le dopage génétique ne peut être prouvé que de manière indirecte par les traces qu'il a laissées. La myostatine pourrait bien constituer l'une de ces traces. Cette protéine limite la croissance du tissu musculaire. Une manipulation génétique provoquera peut-être une concentration anormale de myostatine ou de ses résidus dans le sang. Mais où se situe la norme? C'est précisément l'objet de cette étude. Il suffit de consulter les annales du sport
pour constater à quel point les gènes sont importants pour le potentiel physique. Les vainqueurs olympiques du 100 mètres hommes ont tous un point commun, outre leur médaille d'or, la couleur de leur peau. Usain Bolt à Pékin, Justin Gatlin à Athènes, Maurice Green en 2000, Donovan Bailey en 1996. Linford Christie, Ben Johnson à Séoul, disqualifié pour dopage. Carl Lewis à Los Angeles, avec une exception en 1980, Alan Wells, qui n'a dû sa victoire qu'à l'absence de concurrents sérieux pour cause de boycott des Jeux de Moscou. La victoire du dernier véritable champion olympique blanc remonte aux Jeux de Munich il y a 38 ans. C'était le Russe Valery Borsov. C'est encore plus flagrant pour les records du monde. Actuellement, le détenteur du titre est Usain Bolt, avec son chrono mythique de 9 secondes 58. Plus en amont, on rencontre les noms d'Asafa Powell, Carl Lewis, Calvin Smith ou Jim Hines. Il faut remonter 50 ans en arrière pour trouver un recordman blanc. Armin Hari lief seine Weltrekordzeit von 10,0 Sekunden am 20. Juni 1960 in Zürich. On peut donc affirmer qu'avoir la peau noire, c'est pouvoir courir vite. On a longtemps expliqué cela par la théorie du ghetto. On pensait que le sport était la seule possibilité d'ascension sociale pour les Noirs, et ils étaient donc plus motivés que les Blancs. Mais c'est faux. Ce sont les gènes qui font la différence. C'est prouvé scientifiquement. Ici, à l'Université du Maryland à Washington, les recherches continuent dans ce sens. Le professeur Stephen Roth est sur la piste des gènes qui influent sur les performances sportives. Nous travaillons avec des profils divers. Nous mesurons leurs performances musculaires, cardiovasculaires et autres. Nous prélevons des échantillons d'ADN et nous essayons d'identifier les gènes spécifiques qui interviennent dans ces performances. Des études analogues sont menées par d'autres universités dans d'autres pays. Ensemble, elles élaborent une liste des gènes sportifs. Ces gènes qui sont importants pour la force, l'endurance, la vitesse, la consommation d'oxygène, les apports énergétiques, etc. Les cellules présentes dans l'échantillon de muqueuse buccale vont être analysées en laboratoire. Aujourd'hui, on connaît plus de 220 gènes impliqués dans la performance sportive. Et on en découvre régulièrement de nouveaux. En théorie, chacun de ces gènes peut être utilisé pour le dopage génétique. Stephen Roth nous présente les grands favoris. Actuellement, plusieurs gènes qui ont une influence sur les performances sportives ont été identifiés. Le gène de l'OPO ou celui de la myostatine, qui intéresse à la fois les thérapies géniques et le dopage génétique. Le gène codant pour l'IGF-1 est lui aussi potentiellement intéressant pour le dopage génétique. Et ils vont bientôt servir à doper des sportifs ? Je ne sais pas. L'EPO, de son nom savant érythropoïétine, est une hormone qui stimule le renouvellement des globules rouges et favorise donc l'endurance. La myostatine influe sur la croissance musculaire, idéale pour l'haltérophilie. L'IGF-1 est un facteur de croissance musculaire.
Là aussi, beaucoup d'athlètes sont intéressés. On sait à quel point les gènes sont importants pour les sportifs. Mais cela donne-t-il le droit de mettre ce savoir au service de la performance pour rendre les athlètes plus endurants et plus rapides? Beaucoup de gens considèrent que modifier les gènes, c'est se prendre pour Dieu. Mais il faut savoir que nous le faisons depuis longtemps. Sinon, je pense que c'est juste une autre manière de nous servir des technologies pour nous améliorer, nous et nos conditions de vie. Nous sommes en constante évolution. Notre intervention fait partie intégrante de ce processus. Elle ne s'oppose pas à notre évolution naturelle. Les modifications génétiques doivent suivre notre évolution biologique, ce que ne faisaient pas les anciennes techniques d'amélioration des performances. Prétendre, comme le font certains membres de cette communauté pro-dopage génétique, qu'il ne s'agit que d'un prolongement naturel de la technologie et que les athlètes génétiquement modifiés seront naturels est absurde. Ça n'a absolument rien de naturel. L'athlète génétiquement modifié. Résultat naturel de l'évolution humaine ou créature monstrueuse d'une science qui rêve de toute puissance? Elle a l'air parfaitement normale. Son potentiel est déterminé par ses gènes. Mais que font exactement les gènes? L'ADN est présente dans chaque cellule de notre corps. Enroulée sous forme de chromosomes, c'est une molécule allongée, dotée de super pouvoirs. Son code chimique contient la totalité des informations qui déterminent notre vie. Les gènes ne sont pas tous actifs en permanence. Mais il suffit par exemple que le corps manque d'oxygène pour que le gène de l'EPO soit activé. Une enzyme déchiffre alors le message codé par le gène dans l'ADN et transcrit l'information sur un petit fragment d'ARN. On l'appelle ARN messager ou ARN-M parce qu'il transmet le message du gène vers l'extérieur du noyau. L'ARN-M quitte le noyau de la cellule. Dans le cytoplasme, il rencontre une autre enzyme, le ribosome. Celui-ci traduit l'information génétique sous forme de protéines. Dans le cas du gène de l'EPO, cette protéine est l'EPO, une hormone qui active le renouvellement des globules rouges dans l'organisme et augmente l'endurance ou la puissance de l'athlète. Un seul gène peut avoir un pouvoir considérable, comme en témoignent ces images de la chaîne américaine CBS. On y voit le fondeur finlandais Eero Manteranta lors des Jeux Olympiques d'hiver 1960 à Squaw Valley, où il a remporté sa première médaille d'or. Lors des Jeux suivants à Innsbruck, il renouvelle l'exploit. Malgré ses dénégations, le bruit court qu'il s'est dopé. Ce n'est que 20 ans plus tard que des chercheurs découvrent chez Manteranta une mutation rare du gène de l'EPO. C'est elle qui lui donnait une endurance quasi surhumaine et lui permettait de franchir la ligne d'arrivée avec une bonne longueur d'avance. Un gène isolé peut aussi donner une force démesurée, comme le montre ce cas rencontré à l'hôpital de la Charité à Berlin. En l'an 2000, il naît un jeune garçon aux particularités physiques hors du commun. Voici son histoire. Les médecins s'aperçoivent immédiatement que le nouveau-né présente une anomalie. En effet, ses muscles sont ceux d'un culturiste. Première hypothèse, une maladie. Il est examiné par une multitude de spécialistes. Les médecins se trouvent devant une énigme, jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver l'explication. Le garçon présente une anomalie génétique. Le gène affecté est celui qui produit la myostatine.
L'enfant était en pleine forme. À 4 ans et demi, il soulevait des poids de 3 kilos les bras tendus. C'est à ce jour le seul cas connu d'humain atteint de cette anomalie génétique. Chez les animaux, en revanche, elle est plus courante. Les bovins de la race blanc-bleu belge sont affectés par la même mutation. Ils ne produisent pas de myostatine, dont la fonction est de limiter la croissance musculaire. Si elle est absente, le corps produit des montagnes de muscles. On comprend pourquoi la génétique éveille les convoitises dans le monde du sport. La plus grande association scientifique du monde, l'Association américaine pour l'avancée de la science, s'est engagée à son tour dans le débat sur le dopage génétique. Nous rencontrons le directeur de la section éthique et droit. À partir du moment où il y a quelque chose à gagner, notamment sur le plan financier, il y aura toujours des gens mal intentionnés qui voudront faire un usage abusif de la science. C'est ainsi depuis Galilée et même avant. La science peut être victime d'abus de la part d'individus ou d'organisations malhonnêtes. S'ils en ont la possibilité, ils le feront. Il se trouvera forcément quelque part un sportif, un médecin, pour franchir le pas. Le bruit court même que c'est déjà fait, mais il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, il n'existe aucun moyen de prouver qu'il y a eu dopage génétique. Mais les gènes ne s'administrent pas par une simple piqûre comme des anabolisants ou le PO. Pour transférer des gènes étrangers sur un individu, il faut utiliser un vecteur, une sorte de véhicule. Ce rôle sera joué par des virus génétiquement modifiés, qui pourront être injectés aux athlètes. Les virus ne sont pas des êtres vivants. Ils se composent uniquement d'une coque et d'un peu de matériel génétique. Les virus ne peuvent se reproduire seuls, mais ils sont rusés. Grâce à des systèmes de détection spéciaux, ils trouvent leur cible dans l'organisme affecté, par exemple des cellules sanguines ou musculaires. Ils se fixent sur la cellule et y libèrent leur propre matériel génétique. Le génome viral se libère dans le noyau de la cellule cible. Il va ensuite la reprogrammer en fusionnant avec l'ADN qu'elle contient. Dorénavant, la cellule cible est commandée par le virus. Si des virus génétiquement modifiés sont porteurs d'un gène sportif et non d'une maladie, leur victime ne tombera pas malade, mais sera plus forte, plus rapide, plus endurante. Le dopage génétique n'entre pas dans le patrimoine héréditaire, car il n'affecte que des cellules corporelles, c'est-à-dire les muscles ou le système de renouvellement du sang, et non le sperme ou les ovules. Les pressions qui existent dans le monde du sport et le fait que certains soient favorables à l'emploi des technologies génétiques dans le sport, tout ça est un peu effrayant et dangereux. Il est vraisemblable que cela va bientôt être une réalité, si ce n'est pas déjà le cas. Y a-t-il réellement des sportifs prêts à se faire injecter des virus génétiquement modifiés pour remporter une médaille? Il existe un phénomène qu'on appelle le dilemme de Goldman. La proportion d'athlètes prêts à prendre un produit qui leur permettrait d'être les meilleurs, en l'occurrence de remporter une médaille d'or, est bien supérieure à celle que vous pourrez rencontrer dans la population générale, même si on leur dit qu'ils mourront au bout de 5 ans. Ces athlètes sont prêts à tout pour atteindre un niveau de performance maximum. Il ne fait donc aucun doute qu'ils seront tentés par les technologies génétiques. Mourir pour une médaille d'or. Quand verra-t-on le premier champion olympique génétiquement modifié monter sur le podium? En 2012 à Londres? En 2016 à Rio de Janeiro?
Il faudra se faire du souci pour les Jeux de Rio. Avant, je ne suis pas sûr. Je sais que l'Agence mondiale antidopage est déjà inquiète pour les prochains Jeux olympiques et qu'elle investit beaucoup pour essayer de développer des tests. Ce qui signifie que l'arrivée des premiers dopés génétiques est considérée comme imminente. Les thérapies géniques ne sont pas censées servir à doper des sportifs. Elles sont destinées à des patients comme Ismail Miftari, 23 ans, atteint de myopathie. Il peut à peine bouger un doigt. La myopathie de Duchenne se déclare vers l'âge de 2 ans. Elle touche un garçon sur 5000, mais ne touche pas les filles. À 15 ans, les malades sont presque tous en fauteuil roulant. Ensuite, ils ont de plus en plus de mal à parler, à déglutir. Même les muscles respiratoires sont atteints. Les patients vivent rarement au-delà de 25 ans. La maladie est incurable. La seule possibilité, c'est d'essayer de maintenir ce qui reste de muscles aussi longtemps que possible. Adrien Dervichi a 17 ans. Comme Ismail, il vit au foyer Mathilde Escher à Zurich. La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire, due à un gène défectueux. Si les causes de la maladie sont génétiques, seule la génétique permettra de la guérir. C'est le principe de la thérapie génique. L'idée, c'est de remplacer le gène malade par un gène sain, ou de le neutraliser à l'aide d'autres gènes. Différents laboratoires travaillent sur les thérapies géniques. À l'hôpital de la Charité à Berlin, les connaissances acquises grâce au bébé aux muscles de culturistes devraient permettre de nouvelles avancées. Mais nous n'obtiendrons aucune information. Nous n'avons pas davantage de succès à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière qui coopère avec la Charité. Même résultat à l'Institut de génétique humaine de Newcastle et à l'Université de Pennsylvanie. En tout, nous essuyons plus de 20 refus de la part de scientifiques qui travaillent sur des thérapies géniques destinées à combattre les maladies musculaires. Ils ont peur que leurs travaux servent à des fins non thérapeutiques. Ils ne veulent pas dire que ça commence à marcher. Parce que dans ce cas, des athlètes et d'autres pourraient dire « Donnez-nous-en pour qu'on améliore nos performances ». Ils ont peur de parler de leur travail, parce que certains pourraient les détourner à des fins non thérapeutiques. Je trouve cette réaction consternante. Il me semble que les médecins et les chercheurs en thérapie génique devraient au contraire être en première ligne pour expliquer au public qu'il y a une frontière nette entre ce qu'ils font pour améliorer la santé publique et les usages que d'autres veulent en faire. J'aimerais que les associations professionnelles qui représentent les spécialistes des thérapies géniques prennent clairement position sur la question. Ils ne peuvent se voiler la face et ignorer que leur travail sera utilisé à d'autres fins. Tout le monde le sait. Au laboratoire européen de biologie moléculaire à Monte Rotondo, au nord de Rome, nous rencontrons Nadia Rosenthal. La chercheuse américaine travaille sur une thérapie génique contre les maladies musculaires. Elle cherche une thérapie contre la fonte musculaire due à la maladie, mais aussi à celle qui se produit naturellement chez les patients âgés. Elle travaille sur le facteur de croissance musculaire IGF-1. Les premières maladies auxquelles se sont attaquées les thérapies géniques étaient des maladies du sang, parce que le sang est un tissu très accessible. On peut l'extraire et le manipuler. C'est beaucoup plus difficile avec des pathologies comme les myopathies ou les maladies cardiaques, parce qu'introduire des gènes dans des organes comme le cœur ou les muscles et les faire fonctionner correctement relève du défi. Mais Nadia Rosenthal et son équipe y sont arrivés, tout au moins sur l'animal. Ils ont mis au point une méthode qui permet d'injecter le gène de l'IGF-1 dans les extrémités de la souris. Il se fixe alors dans les cellules musculaires
et augmente la force des rongeurs jusqu'à un âge avancé. Nadia Rosenthal est elle aussi très réticente à communiquer sur les résultats de son équipe. Les premières images de souris transgéniques issues de son laboratoire ont fait le tour du monde sous l'appellation de souris Schwarzenegger. Et la chercheuse en a assez d'être sollicitée par des fétichistes du muscle. Toujours est-il que la thérapie génique fonctionne sur les animaux. Il est possible de leur injecter des gènes. Quand viendra le tour des humains ? Nous nous rapprochons de l'utilisation clinique, mais la route a été longue et difficile. Nos travaux visent à accélérer le processus pour pouvoir appliquer le traitement aux patients en toute sécurité. C'est pourquoi le travail en laboratoire est si important. Sans les contrôles appropriés et le support expérimental, ces procédures ne peuvent être considérées comme sûres pour les patients. Pour ces jeunes gens, la thérapie génique arrivera sans doute trop tard. À ce jour, plus de 5000 volontaires ont participé à quelques 800 essais de thérapie génique dans le monde. La plupart portaient sur des cancers ou des maladies cardiovasculaires, et quelques-uns sur des pathologies musculaires ou sanguines. Les thérapies géniques sont certes justifiées pour traiter des patients gravement malades comme les myopathes, mais il n'est pas question de les appliquer à des sujets sains ou à des personnes âgées dont on voudrait simplement renforcer la puissance musculaire. C'est beaucoup trop risqué. Nous savons qu'au cours de ces études, il s'est passé des choses très graves. Certains participants sont morts. S'il s'agit à terme de soigner des malades, on peut considérer qu'il est justifié d'essayer. Mais si le but est de changer telle ou telle caractéristique naturelle chez un individu sain, un jeune athlète par exemple, au risque de l'exposer à de graves séquelles, il ne faut pas l'autoriser. I think athletes are already immersed within a technological culture. Les athlètes sont déjà plongés dans une ère technologique. Depuis 2500 ans, depuis les Jeux olympiques de la Grèce antique, ils utilisent des technologies destinées à améliorer leur performance. Par exemple, le saut sans élan a évolué parce que les athlètes se sont aidés d'haltères pour se propulser plus efficacement. Bien sûr, aujourd'hui, les athlètes ont affaire à une évolution technologique beaucoup plus sophistiquée. Il faut arrêter de croire que les athlètes d'aujourd'hui sont des êtres naturels. Ensuite, on pourra parler des technologies qui peuvent représenter un enrichissement pour le sport. À mon avis, ce sont celles qui permettent aux athlètes de s'entraîner plus intensément et d'améliorer leur performance. Prétendre que les athlètes doivent être associés au développement des méthodes de transfert génétique est aberrant. Il suffit de voir à quel point il est difficile de soigner un enfant atteint d'immunodéficience. Sur le plan clinique, c'est extrêmement compliqué. Alors vouloir mettre les athlètes dans une situation analogue et les exposer aux risques et aux inconnus du transfert de gènes est malhonnête. Max Gassmann, directeur de l'Institut de physiologie vétérinaire à Zurich, nous en dit plus sur les risques du dopage génétique. Au sous-sol de l'établissement vivent des souris sur lesquelles on a greffé le gène humain de l'EPO. Elles servent à expérimenter comment réagiraient les cyclistes ou marathoniens dopés génétiquement. Grâce aux gènes supplémentaires de l'EPO, les souris produisent d'énormes quantités de globules rouges, tout comme les sportifs qui se dopent aujourd'hui à l'EPO de manière plus classique. Pour tester l'endurance de la souris marathonienne, on la plonge dans une piscine. Les souris sont bonnes nageuses et l'expérience ne les stresse pas outre mesure. La grande différence entre le dopage hormonal et le dopage génétique, c'est qu'il est possible d'arrêter de prendre des hormones, mais pas de se débarrasser d'un gène. Une fois qu'il est intégré à l'organisme, il y est pour toujours, ou du moins pour très longtemps. Or, il est encore plus difficile de réguler un gène que de l'introduire dans le corps.
Il y a d'importants effets secondaires. L'espérance de vie des animaux est réduite de moitié. Normalement, les souris vivent jusqu'à 2 ans, mais les miennes atteignent tout juste 1 an. On voit leurs vaisseaux sanguins se distendre et éclater. Le foie est endommagé, les reins sont détruits, les muscles et les neurones dégénèrent. Conclusion, chez les animaux, la présence permanente d'un taux d'EPO trop élevé dans le sang fait des dégâts dans tout le corps. Doit-on s'attendre aux mêmes effets chez les athlètes dopés génétiquement? Au début, il est tout à fait possible qu'il y ait des effets positifs, puisque l'athlète produit plus de globules rouges. Mais avec le temps, le sang devient épais. Et si on n'arrive plus à contrôler ce gène de l'EPO, la production de globules rouges ne cessera d'augmenter, de sorte que le sang ne pourra presque plus circuler. Imaginez un peu les efforts que le cœur devra fournir avec ce sang épais comme du miel dans les vaisseaux. Max Gassmann intervient régulièrement auprès des fédérations sportives en tant que spécialiste de l'EPO. Il est également conseiller auprès de l'agence suisse antidopage. Matthias Kamber, directeur d'Antidoping Suisse, a été l'un des premiers à s'intéresser à la menace du dopage génétique. Il est clair que les dangers du dopage génétique vont dissuader un certain nombre d'athlètes qui avaient recours aux techniques de dopage classique. Le dopage classique, on peut l'arrêter quand on veut. Avec le dopage génétique, on est un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'on est dopé à vie. Antidopage Suisse a édité une brochure pour informer les sportifs des dangers du dopage génétique. Depuis, elle a été reprise par plusieurs pays d'Europe. Mais Matthias Kamber ne se fait aucune illusion sur l'efficacité de la prévention. L'expérience a montré que tous les moyens médicaux permettant de soigner et d'améliorer les performances étaient toujours rapidement récupérés par le monde sportif. L'essentiel, c'est de gagner, quelles que soient les mises en garde. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec l'EPO. Aujourd'hui, on sait que le médicament a été mis sur le marché pour des usages thérapeutiques, mais qu'ensuite il y a eu des abus, des manipulations et même des décès, notamment chez les cyclistes. Nous savons que la prise d'anabolisants a des effets secondaires considérables qui se font sentir assez rapidement. Et pourtant, les gens continuent à en prendre. La bonne nouvelle vient de l'Université du sport à Cologne, qui annonce la mise au point d'un test contre un certain type de dopage génétique. S'il ne peut prouver qu'il y a eu transfert de gènes, il décèle les traces de manipulation biochimique sur un gène particulier du métabolisme. C'est un début. Entre-temps, les échantillons prélevés pour l'étude sur la myostatine ont été analysés. Voilà les profils de myostatine propeptide des bodybuilders naturels et des personnes témoins. Là, ce sont les courbes d'amplification des bodybuilders naturels. Elles sont toutes décalées à gauche, ce qui signifie qu'ils devraient tous avoir plus de myostatine propeptide dans le sérum. Oui. Est-ce un moyen de prouver qu'il y a eu dopage génétique à la myostatine ? Non, on ne peut pas encore s'en servir comme preuve. Pour l'instant, nous en sommes à collecter les résultats. Plus tard, nous pourrons décider si c'est une technique utilisable. Mais à chaque avancée, une nouvelle menace apparaît. Patrick Dill essaie ici de reproduire une expérience qui a mis le milieu scientifique en ébullition. Des chercheurs chinois ont dopé des souris non pas à l'aide de gènes complets, mais à l'aide de minuscules composants génétiques. Ceux-ci ont inactivé le gène de la myostatine, entraînant une croissance musculaire maximale. Cette méthode, dite interférence ARN, ouvre un nouveau chapitre du dopage génétique. Chez les généticiens, on considère l'interférence ARN comme la méthode d'avenir dans les domaines les plus divers.
À la base de cette technique, les ARNI, de minuscules composants génétiques, capables de désactiver n'importe quel gène. Ces molécules sont vendues, y compris sur Internet, par de nombreux laboratoires qui les taillent sur mesure pour les adapter aux gènes choisis. Une fois dans la cellule, la molécule d'ARNI à double brin est découpée par une enzyme du corps. La bombe est amorcée. Il n'y a plus qu'à attendre que le noyau de la cellule envoie le message du gène visé sous forme d'ARN messager. L'ARN interférent et l'ARN messager s'imbriquent parfaitement. Dès qu'ils se sont unis, une autre enzyme du corps entre en action et détruit le double brin. Du coup, le gène est mis hors circuit et sa transcription ne peut avoir lieu. Ce qui rend l'expérience chinoise particulièrement inquiétante, c'est qu'il n'a pas été nécessaire de procéder à des manipulations coûteuses pour injecter l'ARNI dans les muscles des souris. Il a suffi de le leur faire avaler. Pour Patrick Dill, c'est très préoccupant. Si c'était vrai, ce serait un scénario très dangereux, parce que ça signifierait qu'il est possible d'ingérer ces petites molécules très faciles à fabriquer et d'obtenir des résultats. Ce serait la porte ouverte à tous les abus. En particulier dans le sport amateur. On estime à 15 millions le nombre de consommateurs d'anabolisants dans le monde, alors que les effets secondaires peuvent aller de l'impuissance à l'insuffisance hépatique ou au cancer. Et voilà qu'il va être possible de prendre du muscle grâce à la génétique, avec des produits censés être des médicaments et non des dopants. Mais les chercheurs ne sont pas assez informés sur les travaux des laboratoires pour pouvoir mettre au point rapidement des tests fiables. C'est frustrant parce que nous savons que les produits existent. Il y a eu des études cliniques avec des prélèvements de sang. Il nous suffirait de quelques millilitres de ce sang pour éprouver l'efficacité de notre test. Ça montre le rôle clé de l'industrie pharmaceutique. Elle aurait la possibilité de coopérer avec les autorités pour limiter les possibilités d'utilisation de ces produits à des fins de dopage génétique. Bref, le vrai dopage, c'est l'argent. Le sport est un commerce. La pharmacie est un commerce. Même la science est un commerce. Dans les pays occidentaux, la science est de plus en plus commerciale, parce que la science fondamentale essaie de s'ouvrir à la sphère publique. Je pense que la plupart des scientifiques et des médecins sont intéressés par le développement de nouveaux médicaments et de nouveaux procédés scientifiques susceptibles d'aider les gens et d'améliorer la santé publique. Mais nous savons que la médaille a son revers. Parmi ces innovations, certaines peuvent être détournées, entre autres pour le dopage des sportifs. Nous savons qu'il y a eu au moins un entraîneur qui cherchait à se procurer du matériel de thérapie génique, probablement pour l'utiliser sur un athlète. Et selon certains rapports, il y a des scientifiques et des laboratoires qui ont proposé des thérapies géniques au moment des Jeux Olympiques de Pékin. L'entraîneur en question, c'est l'Allemand Thomas Springstein. En 2006, il a été condamné à 16 mois de prison avec sursis pour dopage. Au procès ont été présentés des mails dans lesquels il cherchait à se procurer un produit de dopage génétique. On n'a pas pu établir s'il en avait trouvé, ni a fortiori s'il en avait donné à sa compagne, la sprinteuse Grit Breuer, ou à quelqu'un d'autre. Le produit en question, c'est le repoxygène, initialement prévu pour traiter l'anémie. Comme le PO, il augmente la quantité de globules rouges. Le fabricant nous a fait savoir qu'il avait arrêté la production et ne souhaitait plus donner d'interview. Ça montre que certains sont prêts à passer à l'acte et qu'il n'est pas absurde de penser que même si l'emploi de thérapie génique à des fins de dopage est dangereux, il y a des gens qui sont prêts à courir le risque. Ça n'a rien d'étonnant. Dans l'histoire du dopage, ça a toujours été comme ça. Retour à Liverpool. Pour le bioéthicien Andy Mia, il ne suffit pas de considérer le dopage génétique comme un détournement des thérapies géniques.
Pour moi, le débat sur l'amélioration des performances se place dans un contexte beaucoup plus large. Nous sommes déjà dans une culture de l'amélioration des performances. La société va utiliser ces technologies dans tous les domaines. La question, c'est de savoir si le sport va rester à la traîne, avec sa réglementation antidopage archaïque, ou s'il continuera à être en phase avec la société. Si la société trouve des moyens de rendre les modifications génétiques plus sûres, nous entrerons dans une ère où le sport devra évoluer et accepter les athlètes génétiquement modifiés. Si c'est le cas, le sport va devenir une espèce de cirque. Ça ressemblera peut-être à un spectacle de catch. Mais ça ne sera plus le sport tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le sport actuel ne peut pas se permettre d'aller dans cette direction. S'agit-il de l'avenir du sport ou celui de la société tout entière? Quel rapport notre société de la performance aura-t-elle avec le sport de haut niveau? Peut-on employer sur des personnes saines des méthodes qui ont été mises au point pour soigner des patients atteints de maladies graves? Les scientifiques parlent d'abus. Ce n'est pas le cas d'Endymia. The way in which technology has always evolved is that it's often been used as a way of helping people who are suffering from illness. La technologie a souvent progressé en cherchant à soigner des maladies. Mais il arrive aussi que des innovations technologiques destinées à des personnes saines aident la science à progresser. Dans le cas de la chirurgie plastique, par exemple, le développement commercial de la branche a permis d'élaborer des techniques qui peuvent être utiles et faire progresser les applications thérapeutiques. Je ne vois pas en quoi soigner des personnes malades serait incompatible avec le souhait d'en faire profiter des gens en bonne santé, s'ils ont fait ce choix de vie. Ça peut être complémentaire. Exemple, les problèmes liés au vieillissement. Les personnes âgées se blessent souvent parce que leurs muscles ne les portent plus suffisamment. Pour le système de santé, les coûts sont énormes. Quand les chercheurs auront mis au point une thérapie génique permettant de redonner de la force aux muscles affaiblis, faudra-t-il la réserver exclusivement aux patients gravement handicapés? Ou sera-t-elle disponible également pour les personnes âgées, d'abord pour des raisons économiques, mais aussi pour leur permettre de rester mobiles et actives le plus longtemps possible? Finira-t-elle par devenir un médicament de confort? Dans notre société, nous voulons agir pour la qualité de la vie, au-delà de la thérapie et de la nature. Ce qui nous intéresse, c'est de rendre les gens capables d'accomplir les tâches qu'ils se sont fixées et de les soutenir du mieux possible. Si les malades, les personnes âgées, celles qui en ont les moyens, peuvent profiter des thérapies géniques, pourquoi pas les sportifs? Dans ce cas, s'agit-il de dopage, de thérapie ou d'optimisation des performances? Le père des thérapies géniques et expert en dopage génétique auprès de l'Agence mondiale antidopage est pensif. Évidemment, il ne faut pas priver les athlètes de technologies qui sont accessibles au grand public. Par exemple, aux patients atteints de maladies musculaires. Elles doivent pouvoir être employées pour prévenir et traiter les blessures chez les sportifs et feront un jour partie de la vie sportive. Tant que les choses se font au grand jour et en accord avec les règles du sport, il n'y a pas de problème. Le sport est confronté à un grand défi éthique. On pourrait en arriver à dire « oui, finalement on a le droit de le faire, mais dans certaines limites ». C'est précisément ces discussions-là qu'il faut avoir. Elles n'ont pas encore eu lieu, mais il vaudrait mieux ne pas trop tarder, de façon à être prêt le jour où les thérapies géniques seront disponibles.
L'athlète génétiquement modifié est-il conséquence inévitable d'une société de la performance? Personne ne sait s'il n'y a pas déjà quelque part un scientifique qui a franchi le pas, ni s'il existe déjà des humains porteurs d'une mutation créée en laboratoire. Ces technologies seront utilisées bien avant d'être complètement au point. Or, les gens qui sont actuellement favorables au transfert de gènes dans le sport s'appuient sur des expériences scientifiques incomplètes et insuffisantes. Du coup, sur le court terme, ils vont faire beaucoup plus de mal que de bien. Il y aura des scientifiques pour essayer, que ce soit par curiosité ou par intérêt financier. Ceux-là trahiront leur déontologie. Et il y aura aussi des gens prêts à servir de cobayes. J'en suis persuadé. À long terme, il est vraisemblable que les manipulations génétiques trouveront leur place dans le sport. Mais alors nous serons obligés de nous demander ce que représente le sport pour nous, et si c'est encore de sport qu'il s'agit.